Donc, je reviens. Je reprends. Je reprends, mesdemoiselles. Donc, je vais reprendre le début au tout début. Donc, j'avais dit que le pH est très important, comme l'eau, comme la température, c'est un élément important pour la distribution des populations végétales sur notre globe terrestre. Et quand on dit le pH, soit le pH il est acide, soit il est neutre, soit il est basique. En quoi cette importance, l'importance du pH, elle va porter sur la disponibilité des minéraux dans le sol, c'est-à-dire sur la nutrition minérale de la plante. Et de ce fait, soit on sera devant une situation de toxicité, si l'élément il sera disponible en quantité excessive, et des fois c'est un élément qui n'est pas nécessaire pour la plante, au contraire il est toxique, ou au contraire on sera devant des situations de carence, c'est-à-dire si un pH il est selon une valeur, un minéral des fois dont la plante elle en a besoin, il va se faire rare et on sera devant une carence d'un élément important pour la plante. Donc on va commencer par des pH acides. Et quand on parle de pH acide, on va rencontrer une situation, les plantes seront devant une situation et qui est la toxicité de l'aluminium, la toxicité par l'aluminium. Vous savez tous que l'aluminium, c'est un élément minéral, donc il est présent, on va voir, dans notre globe terrestre, mais on n'avait jamais dit que l'aluminium était important pour les plantes. Ce n'est pas un élément nécessaire pour les plantes. Au contraire, c'est un élément toxique. Donc, on nous dit que le pH acide, que l'une des contraintes principales d'un pH acide est la biodisponibilité importante de l'aluminium. L'aluminium sera très disponible dans le sol. Pourquoi? D'ailleurs, c'est un élément omniprésent. On va voir en bas pourquoi on dit que c'est un élément omniprésent. On nous dit qu'il représente 7% de la masse terrestre. C'est-à-dire que dans notre sol, on a 7% d'ailleurs d'aluminium. Il est là, il est présent, mais lorsqu'on a pH acide, il devient très disponible. La plante va le prélever et qu'est-ce qu'il va faire? Il va, si vous voulez, être toxique et donc rendre la plante malade ou lui perturber son fonctionnement, quoi. Donc, on nous dit que c'est un élément omniprésent, mais dont la solubilité est largement déterminée par le pH. Donc, ce qu'on venait de dire, on le trouve déjà, il est là, il est présent dans notre globe terrestre, 7% de la masse terrestre, mais il n'est pas soluble dans la solution minérale, dans la solution dans l'eau, dans la rhizosphère, c'est-à-dire comment il va devenir soluble selon la nature du pH. Les plantes calcicoles, quand on dit plantes calcicoles, c'est-à-dire c'est des plantes il y a le terme calcaire, là. Il y a carbonate, c'est-à-dire c'est des plantes qui ne préfèrent pas, qui préfèrent des sols basiques, ne préfèrent pas des sols acides, qui se développent mieux dans des sols basiques, se développent moins dans des sols acides. On les appelle les plantes calcicoles. Alors, on nous dit les plantes calcicoles, puisqu'elles préfèrent les sols basiques et maintenant on est dans un sol acide, sont souvent des plantes particulièrement sensibles à la toxicité de l'aluminium. Parce que c'est des plantes qui se développent dans des sols basiques où l'aluminium n'est pas disponible. Donc, ce sont des plantes calcicoles. Lorsqu'elles vont se trouver dans une situation où on a un pH qui va varier et va devenir acide, là, elles seront très sensibles à la présence de l'aluminium, sa toxicité, même pas sa présence. Les plantes acidophiles
Donc, phile, ça veut dire aimer. Acide, ça veut dire acide. Donc, quand on dit les plantes acidophiles, ce sont les plantes qui se développent mieux dans les sols acides. Dans les sols à pH acide, on les appelle les plantes acidophiles. Phile, ça veut dire aimer, et acido, non acide. Au contraire, les plantes acidophiles sont souvent tolérantes à l'aluminium. Donc là, lorsqu'on parle du pH du sol, on a deux sortes de plantes. Le comportement des plantes varie selon leur préférence pour la nature, le pH du sol. Les plantes calcicoles, c'est les plantes qui se développent mieux, qui préfèrent des sols basiques, pardon, pas basiques, pardon, des sols alcalins, des sols où le pH est élevé. Quand on dit plantes calcicoles, elles sont toxiques à l'aluminium. Donc, s'il y a l'aluminium, il sera présent en grande quantité, il va causer leur toxicité. Les plantes, au contraire, acidophiles, donc qui préfèrent les sols acides, les plantes acidophiles sont tolérantes à l'aluminium. Donc, les plantes calcicoles sont sensibles à l'aluminium et les plantes acidophiles sont tolérantes à l'aluminium. Lorsqu'on parle du comportement des plantes vis-à-vis de la présence de l'aluminium. Donc, on nous dit aussi qu'il existe souvent une grande variabilité génétique sur le caractère de tolérance à l'aluminium au sein d'une même espèce. C'est-à-dire que si on prend la même espèce, il y a une très grande variabilité génétique. La même espèce, c'est-à-dire les plantes ne vont pas se comporter de la même façon vis-à-vis de la présence de l'aluminium. Il y a des plantes qui peuvent être sensibles, il y a des plantes qui peuvent être tolérantes. Les niveaux tolérés entre les génotypes de blé, quand on dit génotype de blé, lorsqu'on parle d'une même espèce, maintenant on parle de variété. Si je prends une espèce, l'espèce elle est la même. Donc la différence où elle va se faire, elle va se faire entre les variétés de cette même espèce. Donc l'espèce elle est là. Donc, puisqu'il y a une très grande variabilité génétique, donc les variétés ne vont pas présenter le même comportement vis-à-vis de l'aluminium. Une variété, malgré que c'est la même espèce, une variété peut être tolérante, une autre variété peut être sensible. On nous donne l'exemple du blé. Quand on dit génotype, ça veut dire variété. Les niveaux tolérés entre les génotypes de blé les plus sensibles et les génotypes les plus tolérants diffèrent d'un facteur 10. Donc là, on nous a donné l'exemple du blé. Je prends le blé, c'est la même espèce, mais il s'est avéré que ces variétés les plus sensibles jusqu'à ces variétés les plus tolérantes, ça varie d'un facteur 10. Je vais dire qu'une variété sensible, elle a 10, très sensible, elle a un facteur 10. Une variété très tolérante, elle a un facteur, par exemple, 0 ou bien 1. Il a été montré que dans plusieurs cas de tolérance, déterminisme monogénique, ce qui doit être souligné comme une exception dans le domaine de la tolérance au stress abiotique. Là, on remarque quelque chose qui est un peu différente ou qui concerne uniquement cette tolérance pour l'aluminium, qu'on remarque uniquement chez l'aluminium, l'influence de l'aluminium, c'est que quand on prend les stress abiotiques, généralement la tolérance au stress abiotique, on n'a pas encore commencé les stress abiotiques où on parle de ce qu'on appelle déterminisme monogénique ou bien polygénique. C'est-à-dire, est-ce que la tolérance, c'est dû à un seul gène ou bien plusieurs gènes? Dans les tolérances au stress abiotique, généralement, c'est des tolérances à déterminisme polygénique. C'est pour cela que c'est difficile d'étudier et de faire ce qu'on appelle, comment on appelle ça, voilà, j'ai oublié le terme, ce qu'on appelle les plantes génétiquement modifiées pour tout ce qui est tolérance au stress abiotique. Mais pour les stress biotiques, pour tout ce qui est maladie, les chercheurs, les scientifiques ont pu obtenir des plantes tolérantes, résistantes. Là,
parler de résistance à des maladies, parce que généralement, la résistance, elle est à un déterminisme monogénique. Un seul gène est responsable, donc de ce fait, ils peuvent le caractériser et ils peuvent faire ce qu'on appelle les variétés transgéniques ou bien les espèces, les plantes transgéniques. Mais pour ce qui est les stress abiotiques, généralement, ils sont à déterminisme polygénique. C'est difficile un peu de caractériser plusieurs gènes. Cette fois-ci, on a une exception où la tolérance à l'aluminium est une tolérance à déterminisme monogénique. Et je viens de dire que c'est une exception, on nous dit que c'est une exception dans le domaine de la tolérance au stress abiotique. Chez le blé, le maïs et le haricot, donc les grandes cultures, quand on dit blé, maïs, haricot, ils sont considérés comme les grandes cultures. Il a été montré que la tolérance est associée à l'induction par l'aluminium. Mesdemoiselles, vous m'entendez? Mesdemoiselles. Oui, madame. Oui, madame. Vous me suivez? Oui, madame. Donc, si vous n'arrivez pas à... Oui, madame. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez et je vais expliquer. D'accord? Donc, je reprends. Chez le blé, le maïs et le haricot, il a été montré que la tolérance est associée à l'induction par l'aluminium de l'efflux de malate ou de citrate au niveau des apex racinaires. Ces molécules complexes les cations aluminium Al3+, et les rendent non biodisponibles. Donc, on commence à nous expliquer comment les espèces sont tolérantes, grâce à quoi elles deviennent tolérantes à cette disponibilité d'aluminium dans les sols acides. On nous donne des exemples de plantes que l'homme cultive beaucoup et cultive à grande échelle. Et il a besoin de ces plantes-là dans son alimentation, dans sa consommation, et aussi pour tout ce qui est nutrition de ces animaux, tout ce qui est fourrage, des fois même pour l'obtention de la semoule, du miel pour le haricot, pardon, de l'huile pour le haricot. Pas, je commence à confondre, pas pour le haricot, l'ana qu'on le colza par exemple, c'est de l'huile. Le haricot, c'est des protéines végétales. Donc je reviens, l'exemple du blé, du maïs, du haricot. Qu'est-ce qu'ils font ces plantes pour être tolérantes à la présence en excès, si vous voulez, à la disponibilité, si vous voulez, de l'aluminium? C'est que grâce à leur apex racinaire, c'est-à-dire au niveau des extrémités de leurs racines, c'est ce qu'on appelle les apex racinaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des effluves, c'est-à-dire vers la rhizosphère, vers l'extérieur, vers le sol. Ils vont faire des effluves, c'est-à-dire sécrétion, mais vers l'extérieur, de malates ou de citrate, d'acide organique tel que le malate ou bien le citrate. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ce malate ou bien ce citrate? Ils vont s'associer avec les cations qui sont libres à L3+. Le fait d'être libre, ils seront facilement prélevés par les racines, par les poils absorbants. Lorsque la plante, elle prélève la brute, avec tout ce qui est donc azote, phosphore, donc les nitrates et tout ce qui est potassium, etc. Elle va de même prélever, elle ne fait pas une sélection, elle va prélever l'aluminium lorsqu'il est présent en grande quantité. Donc, pour ne pas être prélevé, certaines espèces, on nous a donné l'exemple du blé et du maïs, ils vont sécréter au niveau de leur apex. Ils vont effluer, c'est-à-dire il y a une sécrétion ailleurs, mais l'efflux va se faire par ces apex racinaires d'acides organiques tels que le malate et le citrate. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'associer avec les cations à L3+ libres
Et de ce fait, l'aluminium sera non biodisponible parce que les racines ne peuvent pas l'absorber de telle façon. Elles ne l'absorbent que sous sa forme ionique, sous la forme de cation à L3+. Lorsqu'ils vont devenir conjugués, complexes, maintenant ce sont des molécules complexes, la plante n'arrive pas à les prélever. De ce fait, si vous voulez, elle échappe à la toxicité par l'aluminium parce que l'aluminium n'est pas prélevé uniquement par une telle stratégie d'être associé, conjugué à des acides organiques comme le malate et le citrate, effluent par leur apex. Madame, Oui, madame, s'il vous plaît, le diapo ما تبدلش خلاص. هاني نزلت فيها أنا. ما بقتش تبان لي واش قاعدة تقراي درك. وقبيله كنت تشوف فيه درك أنا. نو راني نشوف فيه بصح بقات لاباج الأولى ما تبدلتش. ما تبدلتش أنا لاباج اللي نزلت فيها. داكور. نزلت في الباراجراف الأول باش نقول. أني مازلت في الميليو دو لا باج راني في منين راني. راح نقرأ il faut souligner ici l'existence d'une autre stratégie فهمتي ما مشيتش في داكور فهمتيني وي تقري مدام. فيها نقرأ ولا لا نو ما تبانليش واش قاعدة تقراي درك. il faut souligner ici l'existence d'une autre stratégie de tolérance aux métaux lourds et puis au milieu قبل ما نوصلوا pH élevé et carence en fer في آخر carence toxicité par l'aluminium. Mesdemoiselles, وي مدام. وانتم تتبعوا فيا ولا لا؟ لا مدام ما كانش صح. وش كان تتبعوا وش قدامكم انتم؟ وش كان قدامكم في مدام وش كان في HCD toxicité de l'aluminium. métallique يا أخي carence et toxicité métallique c'est ça. Oui madame. وبديت pH acide et toxicité de l'aluminium c'est ça. Oui, Oui madame. هاني مزلت La فيه page حبسة في non biodisponible. هاني فيها هيا أنا درك راح نمشي شوية هيا il faut souligner مازال في الباراغراف في وسط لا باج درك ها مشيت ليكم درك مشيتها Non madame. درك راح نقرأ il faut souligner ici l'existence d'une autre stratégie عندكم Non, madame. بعد non كانش مدام. La biodisponible page حبسة ماشي قاعدة تمشي. تمشي عندي شو البروبليم maintenant مش تمشي عندكم لا باج نو مدام. Non madame. حبست عندكم في non biodisponible Oui madame. Oui حبسة. وي مدام. والله وش راح نقول لكم ما فهمتش تابعوني صافي تابعوني وعندكم l'enregistrement فهمتوا داكور مدام. تابعوني essayez de me suivre c'est tout. Donc on a souligné d'abord la première stratégie c'est quoi la première stratégie des plantes tolérantes à l'aluminium telles que le blé, le maïs et le haricot c'est l'efflux d'acides organiques comme le citrate et le malate par les apex racinaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces acides organiques? Ils vont s'associer avec l'aluminium à L3+, ils vont le rendre donc complexe, il ne sera pas libre, et de cette façon, l'aluminium ne sera pas prélevé par les racines, par les poils absorbants, et si vous voulez, la plante est épargnée de cette toxicité à l'aluminium. Ça, c'est la première stratégie. Il y a une autre stratégie, une deuxième stratégie. Donc, on nous dit il faut souligner ici l'existence d'une autre stratégie de tolérance aux métaux lourds, parce que l'aluminium aussi, il fait partie de ces métaux qu'on peut trouver dans nos sols
soit ils sont d'origine naturelle, soit ils sont d'origine anthropique, c'est-à-dire que l'homme est responsable de leur disponibilité en grande quantité en excès dans les sols suite à ces déchets, suite à l'utilisation abusive des engrais, et tous ces minéraux toxiques comme le cadmium, l'aluminium, le zinc, le fluor, pas mal de, je vais me rappeler, on les appelle des métaux lourds parce qu'ils sont prélevés au même titre que les autres minéraux, mais leur présence dans la plante va perturber sa croissance, son développement, et son fonctionnement naturel. Elle va engendrer des maladies et des fois même, on parle de phytotoxicité. Elle va perturber, des fois c'est la photosynthèse, des fois c'est la synthèse des protéines, des fois c'est le transport membranaire, des fois c'est la division cellulaire. À chaque fois, il y a un mécanisme, si vous voulez, important, métabolique, qui est perturbé. Et c'est pour cela qu'on parle de la phytotoxicité. Ceci, il sera remarqué sur la croissance, où on aura des plantes naines, des feuilles jaunâtres, flétrissement des feuilles, des fois des taches, des fois, ça dépend, des fois même perte de feuilles, etc. Et tout ça, c'est une phytotoxicité au niveau des plantes due à la présence de ces métaux lourds. La première stratégie, on avait vu la première, maintenant on va nous parler de la deuxième stratégie. C'est quoi la deuxième? Donc, il y a une stratégie de tolérance aux métaux lourds et parmi elles l'aluminium, développée en particulier par les espèces hyperaccumulatrices. C'est des espèces qui accumulent en grande quantité ces métaux lourds, tels que l'Arabidopsis, Aleri, Sebertia acuminata, et qui consiste à accumuler les métaux à des niveaux élevés dans les tissus aériens. Cette fois-ci, c'est les tissus aériens qui sont, si vous voulez, impliqués, en particulier souvent au niveau des trichomes, sous forme de chéla, avec par exemple de l'histidine, du glutathion ou des phytochélatines. C'est quoi les phytochélatines? C'est des polymères de glutathion riches en résidus soufrés. On avait vu que la première stratégie, on va expliquer la deuxième, la première stratégie consistait, ça se passe au niveau du sol, quoi. Et qui sont responsables, c'est les racines et les apex racinaires, qui vont excréter, si on peut dire, vers l'extérieur, un efflux de malate ou bien de citrate. Ce malate et ce citrate va se conjuguer au cation d'aluminium. Ils seront des molécules complexes, donc, et les racines ne vont pas les prélever, ils vont rester dans le sol et la plante, elle va s'épargner cette toxicité et cette présence d'aluminium dans ses tissus. Une autre stratégie, cette fois, on la rencontre, c'est des espèces qui accumulent beaucoup les métaux lourds. Cette fois-ci, l'aluminium sera absorbé au même titre que les autres minéraux. Il sera transloqué donc dans les tissus conducteurs, dans le bois primaire, c'est-à-dire dans le xylème. Une fois arrivé au niveau des tissus aériens et principalement au niveau des feuilles, là, il sera accumulé, mais pas sous sa forme d'aluminium libre, il sera accumulé sous forme de chéla. C'est quoi les chélas? Là aussi, c'est des molécules conjuguées avec un acide aminé tel que l'histidine, avec du glutathion. On parle beaucoup de ce glutathion dans tout ce qui est détoxification ou détoxification des plantes, par exemple par les résidus d'insecticides ou de pesticides, par exemple. Et le glutathion toujours est indiqué. Ou des phytochélatines. C'est quoi les phytochélatines? C'est des polymères de glutathion riches en résidus soufrés. C'est-à-dire que ces plantes-là, tolérantes
à la présence de l'aluminium, cette fois-ci, pas comme font les premières espèces, c'est-à-dire la première stratégie, mais cette fois-ci, c'est des plantes qui vont absorber l'aluminium tel qu'il est. Cet aluminium va arriver jusqu'au tissu aérien, jusqu'aux organes aériens et principalement les feuilles. Dans les feuilles et principalement au niveau de l'épiderme supérieur des feuilles et dans des structures qu'on appelle les trichomes, c'est l'allongement de certains tissus épidermiques vers l'extérieur. Ces trichomes sont responsables de la sécrétion des huiles essentielles, mais pas sous sa forme d'aluminium, mais sous forme de chéla. L'aluminium sera, quand on dit chéla, c'est-à-dire des molécules non toxiques. L'aluminium sera accumulé sous une forme très importante, mais le fait qu'il est conjugué avec l'histidine, avec le glutathion ou bien avec les phytochélatines, il n'est pas toxique du tout. Parce que cette forme-là il ne sera pas toxique sous cette forme. Sous la forme de chéla, avec quoi? Avec de l'histidine, du glutathion et des phytochélatines. Ou, cette fois-ci, dans les feuilles, dans l'épiderme des feuilles et surtout dans les trichomes. Trichome, ça veut dire cheveux. C'est des cellules qui s'allongent vers l'extérieur comme la forme d'un cheveu. C'est pour cela qu'on les appelle trichomes. Et généralement, dans la structure de la plante, ils sont responsables de la sécrétion de tout ce qui est métabolites secondaire, tout ce qui est huile essentielle. Et de cette façon, donc, on remarque que la tolérance à l'aluminium se fait selon deux stratégies. La première stratégie, chez des espèces de grandes cultures, telles que le blé, on avait donné l'exemple du blé, du maïs, de l'haricot. Ces plantes-là rendent l'aluminium sous forme complexe par la présence de citrate et de malates. Tout se fait dans le sol. L'aluminium reste dans le sol, dans la rhizosphère. Il n'est pas prélevé du tout. D'autres espèces, au contraire, ils ont une autre stratégie, cette fois-ci qui va se dérouler. L'aluminium est prélevé, certes, arrive jusqu'au tissu aérien au niveau des feuilles. Dans les feuilles, principalement dans leur épiderme, dans leurs cellules épidermiques, cette fois-ci c'est l'épiderme supérieur, et dans des cellules allongées qu'on appelle les trichomes, il sera accumulé, mais pas sous la forme d'aluminium libre, mais sous la forme aluminium plus histidine, aluminium plus glutathion, aluminium plus phytochélatine. De cette façon, il ne sera pas toxique et même avec des quantités très importantes accumulées. Ça ne concerne pas uniquement l'aluminium, mais ça concerne d'autres métaux lourds, chez pas mal d'espèces là, qui sont tolérantes à la présence de métaux lourds tels que le cadmium, le zinc, le fluor, l'aluminium, pas mal de métaux lourds. L'uranium même, il y a la présence même d'uranium, suite à l'utilisation des engrais chimiques. Parce que ces espèces-là arrivent à les accumuler sous cette forme dans leurs feuilles et dans les cellules épidermiques de leurs feuilles. De cette façon, elles sont épargnées de la toxicité de l'aluminium ou bien d'autres métaux lourds. Donc là, retenez dans votre, si vous voulez, il faut retenir que pour les plantes arrivent à tolérer la disponibilité, la biodisponibilité de l'aluminium par deux stratégies. La première stratégie qu'on a remarquée chez le blé, le maïs et le haricot, c'est de rendre l'aluminium complexe avec le citrate ou bien le malate. Et la deuxième est l'accumulation de l'aluminium, pas sous sa forme libre, mais sous forme de chéla, avec de l'histidine, avec du glutathion, avec des phytochélatines, ou dans les feuilles, dans les cellules épidermiques et dans les trichomes. Et la plante, elle est épargnée de cette toxicité par l'aluminium. Demoiselle.
Mesdemoiselles, Oui, madame. ça va? Vous me Oui, suivez? madame. Oui, madame. Oui, madame. Donc, après avoir pris les pH comme on avait pris les pH acides, donc on va prendre les pH élevés. Les pH élevés. Cette fois-ci, quand on parle de pH élevé, c'est d'autres, cette fois-ci, c'est plus une toxicité, mais les plantes seront devant une situation de carence. Et carence en quoi? Principalement en fer. Il y a aussi, je pense, le manganèse, il y a tout ce qui est oligo-éléments, c'est-à-dire que dans les plantes, ce sont les minéraux où la plante elle a besoin de leur présence, elle va les prélever, mais ils sont essentiels pour la plante sous des petites quantités. Si leur quantité excède, là aussi, elles deviennent toxiques comme le zinc, par exemple. Ce sont ce qu'on appelle les oligo-éléments, tout à fait contraire des macro-éléments tels que l'azote, le phosphore, le potassium, etc. Donc, quand on a un pH élevé, la plante sera devant une situation de carence en fer. Et le fer est très important pour la croissance et le développement de la plante. Et ces oligo-éléments, généralement, ce sont des coenzymes. Ils participent dans la formation des coenzymes essentiels et ils sont importants. La présence, elle est importante pour tout ce qui est métabolique pour la plante. Donc, on nous dit à pH basique. Donc, on avait on venait de prendre le pH acide et on avait vu, la principale contrainte était la toxicité par l'aluminium. Cette fois-ci, à pH basique, la contrainte principale réside dans la faible biodisponibilité du fer. Cette fois-ci, quand on a un pH basique élevé, qu'est-ce qui va se passer dans notre sol? C'est que le fer devient très faiblement disponible. Il devient faible, sa disponibilité devient très faible. Et un manque de faible, une carence, si ça va engendrer des maladies et une perturbation du métabolisme, donc de la croissance et du développement de la plante. Donc retenez que à pH basique, la contrainte principale réside dans la faible biodisponibilité du Fe, du fer. Beaucoup de plantes acidophiles ont des capacités limitées. Rappelez-vous toujours quand on parle de pH, on a deux grandes classes de plantes. Les plantes acidophiles qui préfèrent, qui aiment leur développement se déroule mieux, beaucoup mieux dans les sols acides. C'est pour cela qu'on les appelle les plantes acidophiles. Le contraire, les plantes calcicoles, c'est elles qui préfèrent des sols à pH élevé ou bien des sols basiques. Donc, cette fois-ci, qui seront, si vous voulez, touchés, altérés, ce sera les plantes acidophiles qui préfèrent les sols acides. Ils vont être, si vous voulez, devant une situation, leur développement dans un pH basique va les perturber. Par quoi? Par la non-biodisponibilité du fer. Le fer devient rare. Il est là, mais la plante n'arrive pas à le prélever. Beaucoup de plantes acidophiles ont des capacités limitées de remobilisation du Fe insoluble. Pourquoi? Les plantes acidophiles, leur capacité dans la remobilisation du fer est très limitée. C'est-à-dire le fer, il reste insoluble. Tous les minéraux doivent être solubles dans l'eau du sol pour qu'ils soient prélevés par les plantes. S'ils sont insolubles, les plantes n'arrivent pas à les prélever. Et rappelez-vous que le fer, il se trouve sous deux formes dans le sol, sous la forme de Fe 2 fois plus et Fe 3 fois plus. On va voir sous quelle forme il est prélevé. Au contraire, les plantes tolérantes au sol à pH basique présentent souvent des mécanismes biochimiques permettant la remobilisation du Fe. On distingue deux stratégies. Donc, les plantes acidophiles, c'est des plantes sensibles maintenant, sensibles à cette
carence en fer, et elles ont des capacités limitées à remobiliser le Fe, puisque le pH il est acide, et le pH il est basique, pardon, ou c'est des plantes qui préfèrent un pH acide. Et elles vont se trouver dans une situation en carence de fer. Tout à fait le contraire, les plantes tolérantes au sol à pH basique, généralement ce sont des plantes calcicoles qui préfèrent se développer dans les sols à pH basique, présentent souvent des mécanismes, c'est des mécanismes biochimiques, là, permettant la remobilisation du Fe. Elle arrive à remobiliser le Fe, et on distingue là aussi deux stratégies, comme pour la tolérance à l'aluminium, il y avait deux stratégies. Cette fois-ci, pour la carence en fer, là aussi, les plantes possèdent deux stratégies. La stratégie 1, la première stratégie, correspond à l'induction d'enzymes membranaires capables de réduire le Fe3 en Fe2 et à l'induction en parallèle de transporteurs membranaires de Fe2 de forte affinité. Donc, la première stratégie que les plantes possèdent pour la tolérance des plantes dans un pH basique, qu'est-ce qu'elles font ces plantes-là? C'est grâce à l'induction, elles vont induire donc, vers l'extérieur, au niveau de leurs racines, au niveau de cette masse racinaire, au niveau de cette rhizosphère. Ces racines sont ancrées dans le sol, dans cet environnement qu'on appelle la rhizosphère. Elles vont, c'est l'induction, c'est-à-dire vers l'extérieur, vers le sol. Elles vont induire des enzymes membranaires, des enzymes dans le sol. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces enzymes dans le sol? Des enzymes membranaires, c'est-à-dire au niveau carrément, c'est au niveau de ces enzymes sont présentes dans leurs racines, au niveau de ces poils absorbants, au niveau de leurs poils absorbants. Ces enzymes sont capables de réduire le Fe3, le Fe3+, que la plante n'arrive pas à le prélever. Elles vont le réduire en Fe 2 fois plus, que la plante arrive à le prélever. C'est pas terminé, ça c'est bien jusqu'à maintenant, mais encore pour mieux l'absorber et à l'induction en parallèle de transporteurs membranaires de Fe 2 fois plus de forte affinité. Donc la stratégie, elle comporte deux étapes qui se font en même temps. C'est qu'il y a induction d'enzymes membranaires, c'est au niveau des membranes de ces poils absorbants, ils vont induire des enzymes. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces enzymes? Ils vont réduire le Fe3 en Fe2. En même temps, en parallèle, ils vont induire aussi des transporteurs membranaires. Ça ne va pas s'arrêter là, mais on a besoin à absorber, à transporter ce fer, on sait très bien que le fer, c'est lourd, c'est le fer, c'est la gravité, pas facile de le transporter. Et en même temps, induire en parallèle des transporteurs membranaires qui ont une forte affinité pour ce Fe2. Donc ça, c'est la première stratégie qui va se dérouler au niveau de ces racines et principalement ces membranaires au niveau de la membrane de ces poils absorbants. Donc, qu'en est-il de la deuxième stratégie? Devant moi, la deuxième stratégie. La stratégie 2, mesdemoiselles, vous me suivez? Mesdemoiselles?
Mesdemoiselles, Oui, madame. donc après avoir vu la stratégie 1, on va voir je vais commencer la stratégie 2. La stratégie 2 présente uniquement chez les graminées. Donc, cette stratégie, on la trouve uniquement chez les graminées. Quand on parle de graminées, c'est le blé, c'est le maïs, c'est le riz, c'est l'orge, c'est l'avoine, c'est le seigle. Toutes ces espèces qu'on appelle auparavant les graminées, maintenant on les appelle les poacées. نقول احنا العائله البذريه اللي فيها البذور العائله كل ما هو قمح وشعير وذره وكسيتيرا هذه كلها سي لا فاميلي graminées اللي هي comme on dit نحن ce sont les espèces de grande culture qu'on cultive à grande échelle, fait des superficies immenses, des hectares, je ne sais pas combien de. Ils sont très importants pour la consommation humaine et animale. Donc, la stratégie 2 présente uniquement chez les graminées. J'ai donné l'exemple, quand on dit graminées, c'est le blé dur et blé tendre. C'est le maïs, c'est des graminées. Le riz, c'est des graminées. L'orge, c'est des graminées. Le seigle, l'avoine, tout ça, ce sont des graminées. Donc, consiste à sécréter des peptides de faible poids moléculaire d'origine non traductionnelle, c'est-à-dire que c'est issu de condensation enzymatique de quelques acides aminés, c'est tout. C'est ce qu'on appelle les phytosidéréphores. Rappelez-vous qu'il y a un peu la sidérurgie ici. Et quand on parle d'un complexe sidérurgique, les phytos, mais c'est propre aux plantes. Les phytosidéréphores, ces molécules qui ont une haute affinité pour le Fe3 vont permettre sa remobilisation dans le sol et au niveau racinaire des transporteurs membranaires vont permettre l'absorption des complexes Fe sidéréphores. Donc, je reprends. Donc, la stratégie 2 présente uniquement chez les graminées. Comment elle va se faire, cette stratégie? Qu'est-ce qu'ils vont faire ces plantes comme le blé, le maïs, l'orge, etc. Ils vont sécréter des peptides de faible poids moléculaire d'origine non traductionnelle. Quand on dit des peptides d'origine non traductionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont issus de condensation enzymatique de quelques acides aminés. C'est pour cela qu'on dit que ce sont des peptides de faible poids moléculaire. Comment on les appelle ces peptides de faible poids moléculaire? On les appelle les phytosidéréphores. C'est-à-dire, c'est des plantes qui, si on peut dire, qui aiment un peu le fer. Phyto, ça veut dire plante. Sidéréphore, ça veut dire il y a le fer. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces phytosidéréphores, ces peptides-là? Ces molécules ont une haute affinité pour le Fe3. C'est-à-dire qu'ils s'associent beaucoup, ils préfèrent ce Fe3, il y a une affinité entre eux et entre le fer 3+. Puisqu'il y a une affinité, ça va permettre, il y a une affinité d'une part, d'autre part, ils vont remobiliser le fer, c'est-à-dire c'était un fer 3+, ils vont le rendre un fer 2 fois plus, dans le sol, tout se passe dans le sol. Ça, d'une part. D'autre part, au niveau racinaire, des transporteurs membranaires au niveau des racines vont permettre l'absorption du Fe sidéréphore. Cette fois-ci, le fer n'est pas absorbé tout seul. Il est absorbé avec ces peptides. Donc, d'une part, ces plantes comme le blé, etc., le maïs et l'orge, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sécréter, ils sécrètent au niveau racinaire, ils sécrètent des peptides qu'on avait dit, c'est une condensation enzymatique de quelques acides aminés. Ces peptides-là, on les appelle des phytosidéréphores. Pourquoi? Parce qu'ils ont une grande affinité pour le Fe3. Ils vont s'associer avec le Fe3, ils vont remobiliser le Fe3 en Fe2 fois plus. D'autre part, d'un autre côté, au niveau racinaire, il y a des transporteurs membranaires qui vont permettre l'absorption du complexe Fe sidéréphore. Fe
plus peptides. Le fer, cette fois-ci, n'est pas absorbé tout seul, mais il est absorbé avec ces peptides qu'on appelle les sidériformes. Ça pour tout ce qui est graminé. Mais cette fois-ci, pour le blé, il y a une exception pour le blé, pour le riz, pardon, le riz, il y a une exception pour le riz. À l'inverse du blé et du maïs, le riz n'exude pas de grande quantité de phytocédéréphores. Il est très sensible aux carences en Fe. Donc, le riz, comme le blé et le maïs, c'est une grande culture. On les cultive à grande échelle parce que la population humaine se consomme principalement à partir du blé, du maïs et du riz. Tout dépend des continents. Le continent américain, c'est le riz. Le continent asiatique, c'est beaucoup plus l'asiatique, c'est le riz. Le continent américain, c'est le maïs. L'africain, c'est beaucoup plus du blé. Donc, vous voyez un peu l'importance de ces aliments, de ces plantes. Le riz, au contraire, malgré que c'est une graminée, il ne sécrète pas, il n'arrive pas à exuder, à sécréter beaucoup de quantité de ces peptides qu'on les appelle les phytocédéréphores. Donc, il est très sensible aux carences en fer s'il est cultivé dans un sol à pH élevé, à pH basique. Donc, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? C'est l'homme qui est intervenu parce qu'il n'y a pas une autre solution. Le fer, donc, si les sols sont basiques où il est cultivé, il n'arrive pas à exsuder les peptides et donc il n'arrive pas à remobiliser le Fe3 en Fe2 et à être transporté sous cette forme de complexe. Donc, qu'est-ce qu'il a fait l'homme? L'induction par transgénèse de la sécrétion de phytocéréphores chez le riz confère une tolérance à cette contrainte. Cette fois-ci, l'homme est intervenu et il a amélioré, il a développé un riz transgénique dans les laboratoires, bien sûr. Un riz transgénique, quand on dit un riz transgénique, c'est-à-dire un riz qui a été, comment dirais-je, qui a été modifié génétiquement. Cette fois-ci, cette modification, le fait qu'il arrivera à sécréter plus de quantité de phytocédéréphores et donc à remanier à ce problème, à remobiliser le Fe dans le sol. Donc, pour pallier à ce problème, l'homme est intervenu dans de pareilles situations et pour le riz transgénique arrive à tolérer la carence en fer dans un sol basique. Mesdemoiselles, Oui, Oui, madame. madame. ça va? Oui, madame, ça va bien. Oui, madame, ça va. Donc, vous m'attendez un peu parce qu'il y a une autre partie que je vais chercher dans un autre cours. S'il vous plaît, vous m'attendez, hein, mesdemoiselles. D'accord. Je vais couper un Oui. peu et revenir. D'accord, madame.
Demoiselle, Oui, madame. Oui, madame. demoiselle, Oui, il y madame. a une partie qu'on va terminer et Oui. j'arrête, d'accord? D'accord, madame. Donc, après avoir vu le stress hydrique, la salinité, donc tout ce qui est stress abiotique, le stress thermique froid et chaleur. Aujourd'hui, on vient de prendre le stress, comment dirais-je, le pH du sol, carence et toxicité métallique. Et on va aussi prendre stress de pollution. Et vous allez remarquer, c'est presque la même stratégie. On avait parlé ça pour l'aluminium. On va parler des métaux lourds. Le stress de pollution, des fois, vous pouvez le trouver sous le terme de stress chimique. Carence et toxicité, vous allez le trouver sous forme de stress nutritionnel. Et donc, on a pris les principaux stress, et par ordre d'importance, si on peut dire. Les stress peuvent être causés par des métaux lourds. J'avais parlé tout à l'heure des métaux lourds, éléments chimiques et métalliques à la densité supérieure à 5 grammes par centimètre cube. Donc, je reprends. Des stress peuvent être causés par métaux lourds. C'est des éléments chimiques et métalliques à la densité supérieure à 5 grammes fois centimètre moins 3. Dont certains sont essentiels et d'autres toxiques. Par exemple, le zinc, il est important pour la plante, mais si sa présence est élevée, il devient toxique. Et pourquoi là, on parle maintenant des métaux lourds ces dernières décennies? On nous dit du fait des activités de l'homme. Là, ils sont devenus toxiques, on les trouve, ils sont devenus biodisponibles en quantité, en excès. C'est dû à l'activité humaine, tels que par exemple les déchets urbains ou industriels, s'ils ne sont pas traités. Et il ne faut pas oublier l'utilisation des engrais chimiques. Les métaux lourds toxiques peuvent pénétrer les cellules par les canaux transporteurs peu ou pas sélectifs des métaux essentiels de la plante. C'est-à-dire que les métaux lourds toxiques, ils seront prélevés au même titre que les autres minéraux présents au niveau de la sève, au niveau de tout ce qu'on appelle la rhizosphère, au niveau des racines. Comme la racine, elle va prélever les nitrates, elle va prélever elle va prélever le potassium, le magnésium, elle va prélever le manganèse, etc. Le soufre, elle va prélever ces métaux ces métaux toxiques, ces métaux lourds toxiques, elle va les prélever. Ils vont s'acheminer, ils vont être transportés par les membranes, on nous dit par les canaux et les transporteurs, soit c'est à travers ces protéines, ou bien, etc. Et ils seront, parce que la plante n'est pas sélective pour ces métaux. Elle ne va pas prélever certains et laisser d'autres. S'ils sont là, sous forme ionique, elle va les prélever. Elle ne va pas faire une sélection. Elle prélève au même titre. Les qui sont là, elle les prélève. L'essentiel qui sont biodisponibles sous forme ionique. L'exemple le plus connu est celui du cadmium. Parmi ces minéraux, on en parle beaucoup de ce cadmium. Généralement, il est dû à l'utilisation excessive des engrais chimiques. Parce que même lorsque les engrais, on va les purifier, il y a du cadmium qui reste, il y a de l'uranium qui reste, avec ses ammonitrates, etc., avec ses engrais potassiques, azotés, etc. Métal lourd toxique issu de l'activité industrielle. On nous dit aussi qu'il est issu de l'activité industrielle, qui emprunte les canaux et transporteurs de métaux végétaux. C'est-à-dire, le cadmium
il se trouve maintenant dans le sol en grande quantité parce que c'est dû à l'activité humaine industrielle, à ces déchets industriels. De même, j'avais dit à l'utilisation de ces engrais chimiques, il est là et la plante, elle va le prélever. Il sera transporté d'une cellule à une autre grâce au transporteur membranaire. Afin de contrer ça, la plante utilisera des stratégies de chélation. Rappelez-vous les chélas. Formation de complexes non toxiques à l'aide de composés emprisonnants. Quand on dit la chélation, c'est lorsqu'elle va former des complexes non toxiques où il y a ces minéraux toxiques, mais ils ne sont pas seuls. Ils sont avec des complexes, avec d'autres molécules. On avait parlé, l'histidine, le glutathion, les phytochélatines. On en parle maintenant aussi. Emprisonnant ils sont emprisonnés, donc, tel que le cadmium, par exemple. Et ces complexes, tels des acides aminés, comme, rappelez-vous, l'histidine, mais également le glutathion, rappelez-vous. La phytochélatine, on avait dit, c'est des complexes de glutathion avec des résidus soufrés ou des dérivés des métallothionénines. Des dérivés des métallothionénines. Et de séquestration dans la vacuole. Donc, non seulement, quand on dit la chélation, c'est la conjugaison de ces minéraux toxiques, de ces minéraux lourds avec des molécules telles que les acides aminés, tels que le glutathion, tels que les phytochélatines, les métallothionines. Et en plus, ils sont séquestrés dans la vacuole, ils sont stockés dans la vacuole. Les plantes capables de s'adapter à des fortes concentrations en métaux lourds sont les métallophytes. Il s'agit de phénomènes de phytorémédiation. Il y a des espèces qui sont connues, arrivent à accumuler les métaux lourds sous cette forme de chélation ou sous cette forme de chéla. Puisqu'il arrive à faire une telle stratégie, à accumuler, rappelez-vous, les métaux lourds dans leurs feuilles, dans leurs cellules épidermiques, dans leurs trichomes, pas minéraux seuls, mais conjugués, complexes avec l'histidine, acide aminé, avec le glutathion, avec les phytochélatines, maintenant on nous dit aussi avec les métallothionéines, ces plantes qui arrivent à faire ça, on les appelle les métallophytes. Donc, phyte, ça veut dire plante, et métal, ça veut dire métal. Cette fois-ci, c'est des lourds métaux toxiques. Puisqu'il arrive à accumuler ces métaux sous cette forme. Et là, c'est ce qu'on appelle, c'est un phénomène de phytorémédiation. C'est-à-dire que ces plantes-là sont utilisées dans la rémédiation de sols dégradés par les métaux lourds. Une de ce qu'on appelle, une des techniques de ce qu'on appelle la biorémédiation. L'homme, il a pollué certes ses écosystèmes. Quand il a su les conséquences de ces pollutions et tout ce qui est dégradé, faune et flore, l'homme, donc, c'est lui qui était impliqué et il fallait qu'il dépollue. Comment dépolluer des sols avec des métaux lourds grâce à la plantation de telles plantes qui sont les métallophytes qui arrivent à prélever du sol, elles prélèvent ces métaux, le fait de les prélever, donc leur concentration va diminuer, elles les prélèvent et avec ça, elles les accumulent à des très grandes quantités, pas seules, sous forme de chélation, avec ces chélas, avec cet acide, bien les phytochélatines ou bien le glutathion. Et de cette façon, les plantes est épargnées d'une part, et le sol, on arrive à les dépolluer au fur et à mesure, ce qu'on appelle la phytorémédiation. Rémédiation, donc rémédier, et phyto, ça veut dire plante, et une partie de ce qu'on appelle la biorémédiation, où on utilise aussi des micro-organismes, des bactéries, des champignons, et aussi on utilise les plantes. Lorsqu'on utilise les plantes, on l'appelle la phytorémédiation. On peut faire certaines analogies de ce type de stress avec les stress biotiques. Un stress biotique, en effet, l'ozone
est un éliciteur abusif, c'est-à-dire une molécule qui, à l'instar de certaines molécules produites par des phytopathogènes, provoquera la mise en place de défense de la part de la plante. L'arrivée d'ozone sur un récepteur pourra provoquer une transduction du signal amenant à la production de phytoalexines, de phytohormones ou à la mise en place de barrières défensives ou de systèmes antioxydants. Ces stratégies sont donc similaires au stress biotique. Donc là, on nous parle de stress de pollution. Il y a d'abord ces espèces qui accumulent en grande quantité les métaux lourds sous la chélation, c'est-à-dire leur emprisonnement avec leur conjugaison avec d'autres molécules. Ça, c'est une grande partie de plantes font ça. On nous donne un autre exemple de plantes qui vont qui tolèrent, cette fois-ci, qui tolèrent, mais une façon de tolérance qui ressemble un peu à la défense, qui vont se comporter avec un polluant, mais avec une stratégie, c'est comme un pathogène, comme un agent pathogène. Ils vont faire les mêmes stratégies de défense, cette fois-ci on parle de défense et de résistance, pas de tolérance. On nous donne l'exemple de l'ozone. L'ozone qu'on connaît tous, O3, qui est important dans notre couche d'ozone et qui on trouve aussi en quantité dans notre atmosphère, surtout on nous dit la et en grande quantité. On sait très bien que cet ozone, des fois, si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas, il s'échappe un peu des réacteurs des avions, je pense. Et là aussi, il est considéré comme un polluant si, bien sûr, sa concentration est élevée dans l'air, dans l'atmosphère. S'il est là, certaines plantes, comment elles vont se comporter avec l'ozone? Elles se comportent avec l'ozone, on dirait que c'est une molécule étrangère, un agent pathogène. Puisque c'est un agent pathogène, phytopathogène, donc la plante, elle va mettre en place ce qu'on appelle la défense. Parce que la plante, pour un stress biotique, quand on parle d'agent pathogène, maintenant on parle de stress biotique, pas de stress abiotique. Maintenant, c'est ce qui va provoquer un stress et est un être vivant, même s'il est minuscule, même si on ne le voit pas, c'est vivant. Donc on parle de stress biotique. Donc, parce que la plante, elle est devant des stress abiotiques, dû à tout ce qui est variation de tout ce qui est physique et chimique de son environnement, ce sont les stress abiotiques. Les attaques des pathogènes, tout ce qui est agents pathogènes, on les appelle les stress biotiques. Des parasites tels que des bactéries, des virus, des champignons, des fois des insectes, tout ça, on les appelle des pathogènes. Qu'est-ce qu'elle va faire la plante face à l'ozone? Certaines plantes, elles vont se défendre. Comment elles vont se défendre? Elle va se défendre, la plante. La plante, elle se défend quand il y a un récepteur qui va reconnaître qu'un agent pathogène va pénétrer au niveau de la plante. Elle va mettre des barrières d'abord physiques, puis on va prendre ce cours, puis ensuite des barrières chimiques. Cette fois-ci, on nous parle de barrières chimiques. Il y a un signal, cette présence est perçue par la plante. Ce polluant, il est perçu, on dirait comme un agent pathogène, il est perçu par la plante. Il y a un signal qui part dans la plante et il y a des synthèses qui vont se faire, des synthèses qui vont se faire. Parmi ces synthèses, on a des phytoalexines qui ressemblent un peu à des huiles essentielles pour, des fois on nous dit, on connaît des plantes qu'on nous dit qu'on peut mettre dans l'enceinte de nos maisons et qui vont, de cette façon, les insectes, s'ils vont fuir la maison. Pourquoi? Parce que les plantes sécrètent des huiles essentielles que les insectes ne tolèrent pas ou ne supportent pas. Donc, il y a la production de phytoalexines, il y a la production de phytohormones, les hormones, je pense les cytokinines, si j'ai bonne mémoire.
je ne sais pas ce que l'acide abscinique. Non, c'est pas l'acide abscinique. Il y a l'acide jasmonique et l'acide salicylique. Et de même, des barrières défensives, d'autres barrières peut-être, cette fois-ci on parle de barrières physiques, et des fois pour tout ce qui est phytopathogène, il y a, si vous voulez, la sécrétion de cire en grande quantité qui va faire barrière à la pénétration d'un virus ou bien d'un champignon, pas les virus, mais surtout les bactéries des champignons, ou de systèmes antioxydants. Ou de même, si vous voulez, l'implication de systèmes antioxydants. Ces stratégies, on nous dit, sont donc similaires au stress biotique. Parce que ces stratégies-là, on va en parler dans tout ce qui est stratégie de plantes face au stress biotique, face à l'attaque d'agents pathogènes. Généralement, on parle d'une défense basale. Ensuite, on va aller plus vers une défense basale. On avait dit primo, elle sera physique, secondo, elle sera chimique, etc. Jusqu'à aussi, on va parler de protéines de défense. Il y a la synthèse aussi de protéines. Donc là, on nous donne deux exemples de stratégies pour un stress de pollution, un stress chimique. La présence de métaux lourds, on avait dit, c'est l'accumulation de ces métaux grâce à la conjugaison par mal de molécules et des fois même leur stockage dans la vacuole, mais ça se passe tout, on ne vient pas de nous dire ici. Maintenant, pour vous, ça se passe au niveau du système aérien, au niveau des feuilles principalement. Il y a une autre stratégie, cette fois-ci ça concerne uniquement l'ozone, où l'ozone chez les plantes est pris comme un phytopathogène et la plante va impliquer des stratégies de stress biotique pour un stress abiotique, telles que la synthèse de phytohormones, telles que les barrières défensives, etc. Et ça, ils concernent la résistance et la défense des plantes face aux agents pathogènes. Mais alors, vous remarquez que c'est un stress abiotique et où la plante le tolère, elle se défend, malgré que ce n'est pas un agent, c'est un polluant, mais on dirait que la plante se défend contre ce polluant par les mêmes stratégies lorsqu'elle se défend contre un agent pathogène. Mesdemoiselles, Oui, madame. Oui, madame. Oui, je préfère arrêter pour aujourd'hui et ça sera pour une autre séance, Inch'Allah. Merci, Est-ce que madame. vous avez d'accord, madame, merci. un peu? Oui, ça va, madame. Oui, madame, ça va. Donc, il y a bonne fin de journée. S'il te plaît, Inch'Allah, on se madame verra. Abastili, les enregistrements ou les cours, madame. Inch'Allah, bi'idhnillah. Inch'Allah, d'accord, Donc, merci. une autre fois, Inch'Allah, bi'idhnillah. Allez, file la main.